La ville de Bergerac inaugure la plaque du boulevard des Poudriers. Hommage à tous les ouvriers de la dite poudrerie, industrie locale longtemps florissante. Chargée d'histoire et de politique, la poudrerie fut aussi un lieu de travail dédié, sinon forcé, pour de nombreux réfugiés au moment de la colonisation et de la post-colonisation. Alors bonjour, monsieur Nicolas Hong, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. Vous êtes responsable du comité Indochine? Alors je suis président de l'association d'amitié franco-vietnamienne du comité Bordeaux-Gironde, du comité local Bordeaux-Gironde. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres endroits que Bergerac où il y a quelque chose à faire justement en question de mémoire? Concernant les travailleurs indochinois, je crois qu'on est à ses prémices parce que ça fait à peine 10 ans que ça commence grâce au site internet des WW Travailleurs Indochinois à se faire connaître cette histoire, le livre de Pierre Daume, un film qui vient tout juste d'être primé au Festival d'Histoire de Pessac. Il y a 3 communes actuellement qui ont honoré ces travailleurs, il y a Saint-Chamas, il y a Arles, Mirama, Toulouse et maintenant Bergerac. Donc il y a pratiquement tout à faire puisqu'il y a eu énormément de communes dans le sud durant cette période qui ont eu des camps de travailleurs indochinois. Alors ça veut dire une période de guerre, ça veut dire des maltraitances en dehors du travail? Maltraitance, disons que c'était des civils, c'était 20 000 civils venus donc en 39-40 pour contribuer à l'effort de guerre et suppléer aux Français partis au front. Seulement ils étaient sous des conditions de colonisation, hein, donc disons dans des camps militaires, sous conditions militaires, donc la faim, l'hygiène n'était pas l'objectif des commandants de camp pour eux, et effectivement il y a eu des maltraitances, des conditions très très dures de vie pendant cette période, et surtout ça s'est étalé jusqu'en 1952 puisque en 1945 ils n'ont pas pu repartir dans leur pays. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant en dehors de ce qui va se passer aujourd'hui et qui se passe donc ce vendredi 14 décembre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête encore maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est-à-dire, je crois que déjà toutes les familles concernées par cette histoire, il y en a beaucoup, ils étaient 20 000, il y en a environ 1000 qui sont restés faire leur vie ici en France. Cependant, on a pu retrouver 150 familles sur ces 1000, donc ils connaissent maintenant l'histoire de leur papa. Le reste, c'est dans l'inconnu, dans l'oubli total. Finalement, ce qui nous reste à faire, c'est de retrouver toutes ces familles pour pouvoir contribuer au devoir de mémoire, pour que les villes s'emparent de cette histoire, de leur propre histoire communale, et aussi au niveau national de pouvoir prétendre à une reconnaissance officielle de l'État. Et à ce titre, il va y avoir fin 2013 ou 2014 une érection d'une stèle à Arles, où il y a eu le riz de Camargue qui a été cultivé par ces Vietnamiens. Et la nation participera à cet événement. Donc ça sera vraiment un début de devoir de mémoire nationale. Parce que finalement il y a encore une fracture peut-être entre ceux qui restent de cette époque qui essaient tant bien et mal de faire passer des messages et comment ça se passe au niveau intergénérationnel? Je dirais que les enfants de travailleurs indochinois déjà n'ont pas été informés parce que les papas ne parlaient pas de leur passé, ne parlaient pas de leur histoire. Donc c'est très dur pour les enfants des fois d'appréhender ce genre d'épisode. Donc il y en a certains qui mettent du temps à ça, mais je pense que pour ma génération en tant que petit-fils de travailleurs indochinois, on est plus sur l'aspect historique et l'aspect mémoire. Donc on essaye moi j'essaye en tout cas de transmettre aux générations suivantes et à tous les Français qui désirent apprendre ce passage un peu négatif de la colonisation française, puisque c'est un passage négatif, mais tout en restant dans un cadre historique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste en dehors d'une plaque et de ce boulevard des Poudriers? Il y a aussi des actions concrètes, parce que il y a l'industrie de la poudrerie, mais il y a aussi peut-être des choses qui sont un peu moins industrielles et qui restent. Ici à Bergerac, je ne sais pas trop. Il y a le camp de Creil où avait 6 à 7 compagnies, mais il doit rester très très peu de fondations. Il reste pratiquement rien
termes d'archives, en termes d'écrits. Tout se situe dans la mémoire, dans la transmission, dans le dialogue. Voilà. Mais au point de vue écrit et matériel, il n'y a pratiquement rien, plus rien qui reste sur cette histoire. Bergerac, il reste des fresques, et des fresques qui ont été peintes par des travailleurs indochinois qui se situent à la poudrerie, actuellement toujours en activité. Et ces fresques devraient rester dans le patrimoine berjacois et plus maintenant, puisque l'histoire se fait connaître. Vous concrètement, votre travail, c'est pas seulement des plaques commémoratives et faire le lien. C'est plus le lien, mais en détail. Moi, mon travail, c'est de travailler sur cette mémoire. Donc, les plaques en fait partie, les stèles, tout ça fait partie. Mais mon travail personnel, c'est de transmettre cette mémoire, de retrouver des familles, de leur expliquer et de transmettre cette histoire au plus grand nombre de personnes. Voilà. C'est notre travail en tant que famille, retrouver de faire cela. Est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste maintenant sur Bergerac au niveau des jeunes pour retrouver, comme par exemple d'ici d'ailleurs, avec la musique comme le violon qui peut être proche des gens du voyage? Est-ce qu'on peut retrouver un élément culturel, comme disait Gad Elmaleh, on ne devient pas autre chose que ce que l'on n'a pas été, ou on ne devient plus ce qu'on a été, où on en est maintenant de la culture qui doit rester et qui doit continuer à perdurer. Sur Bergerac, je crois qu'il reste pratiquement plus rien, à part des familles qui ont vécu toute leur vie, qui apprennent depuis 2-3 ans cette histoire. Donc il reste la culture, la gastronomie fait partie de cela, certains savoir-faire, savoir-vivre, qui est aussi différent. Mais musicalement parlant, il y a, à ma connaissance, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est un peu les choses qui sont un peu difficiles. Mais bon, il faut continuer à avancer. Et avec le temps, il y a un film qui a été projeté, donc ça s'appelle Kongbin, la langue du Indochinoise, qui est un film documentaire sur les travailleurs indochinois, qui vient d'être primé là il y a 2 semaines au Festival d'Histoire de Pessac, et qui raconte très très bien cette histoire, et qui devrait essayer d'être projeté dans le maximum de salles, la petite salle d'essai à Raessé. Voilà. Donc nous convions toute la génération nouvelle donc à rester un petit peu avec cette culture qui leur est chère, et c'est important. Maintenant, un point finalement qu'on n'a pas abordé: est-ce que tous les travailleurs indochinois qui sont venus étaient contraints d'un camp ou d'un autre? Oui, ils sont arrivés. Il y a environ 10% qui étaient volontaires, le reste était venu de force du Vietnam. Et après, on les obligeait. C'est les employeurs qui voulaient tant de travailleurs à un endroit. Et bien le commandant du camp, disons la compagnie telle avec le groupe tel va à tel endroit. Ils n'avaient pas libre circulation, libre choix. Ils étaient sous contrainte militaire, dans des conditions atroces, parce qu'ils n'avaient pas de ticket de restaurant ils n'avaient pas droit au ticket de rationnement, etc. Ils devaient se débrouiller eux-mêmes. Et c'était ça le plus dur, avec le froid, les maladies, sachant qu'ils venaient de très loin, donc l'adaptation, tout ça, la faim, donc ils devaient voler, etc. C'était une période très très dure. Voilà. Vous, c'est un sentiment profond, une conviction sacerdoce de faire ça? Non, ma conviction personnelle, c'est la mémoire. Voilà. Je n'ai aucune aspect négatif pas aspect négatif, mais méchanceté ou regard négatif sur ça. Moi, j'ai un regard historique et de mémoire. Voilà. Je crois qu'il faut passer la page. Il est temps de ne pas toujours être dans les querelles, dans les réprimandes, mais de tout simplement transmettre cette histoire, voilà, à sa juste valeur, à ses justes mots. Donc il y a des moments pour ça finalement, pour parler, parce que des fois le regard d'ici, c'est des ancêtres qui ont participé à ces affrontements, de la même façon qu'on peut aborder n'importe quel autre pays avec son vassal et son souverain. Donc les gens peuvent penser sans arrêt, vous dire je viens de discuter avec quelqu'un là, je sais pas comment faire. Il y a des moments pour ça en fait. Exactement, il y a des moments pour discuter, pour transmettre, pour approfondir l'histoire, et
Et moi, à travers aussi le site internet, à travers les recherches de famille, ben, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On discute avec les familles qui ont des fois des sentiments qu'on a volé la vie de leur père. Et on essaye d'atténuer ça en leur transmettant notre savoir et cette histoire. C'est exactement ça. C'est partie du truc. Si vous pouvez donner, donc je pense beaucoup aux nouvelles générations, un site internet, un numéro, quelque chose. Alors le site, il n'y a qu'un seul site internet qui évoque cette histoire, c'est le site www.travailleurs.indochinois.org. C'est le seul site qui évoque concrètement cela, et il y a un mémorial virtuel, parce que c'est l'objectif, mémorial virtuel qui concerne donc toutes les familles retrouvées, avec les matricules et une photo de chaque papa ou de chaque grand-père. Voilà. Et s'ils veulent nous contacter, ben, qu'ils le fassent par ce biais, et je serai ravi de leur répondre. Voilà, donc il n'y a pas de tricherie, ce n'est pas un faux site, c'est la partie officielle de, on va dire, un iceberg. C'est la partie officielle de l'iceberg, et espérons que des historiens puissent maintenant s'en prendre cette histoire pour l'approfondir. Merci. Merci. Madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis de Madame Zonato, la présidente de Ami France Vietnam. Et là, c'est mon trésorier de l'association, Madame Co, Sylvia. Vous êtes très heureuse aujourd'hui, votre action tous les jours? Je suis très heureuse parce que notre association qui est sous la Bergerac, vraiment c'est la Bergerac. Oui, voilà. Donc le siège social de votre association, il se situe où? À Bergerac. À Bergerac, c'est beau ça. À quelle adresse? 8 rue Juin Marcenay. D'accord. Merci. Donc votre action par rapport à Nicolas Hong, c'est pas les commémorations, c'est l'amitié. Oui, oui, on est carrément parce que Baza il nous donne de lettres d'invitation. Et on les voulait de bien de beaucoup d'amitié et développer beaucoup le France et le Vietnam. Oui. Parce que c'est très bon dans la l'axe de développer là. Vous avez un site internet? Oui, on est site de internet www.amifrancevietnam.org. Voilà. Ok. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Nazo Guillaume, ancien combattant de la résistance, et l'ANAC, comme on dit, l'ANAC, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance. Alors comme M. Garot était beaucoup résistant, puis d'autres, on est venu faire cette cérémonie. C'est un grand jour pour vous? Pardon? C'est un grand jour pour vous? Oui, c'est un parmi les autres, hein, parce qu'il y a tellement de stèles dans Dordogne de résistants fusillés, vous savez. Dans votre passé, ça évoque quoi? Des bons et des mauvais souvenirs. Des bons quand on s'est retrouvé, sauf au cours d'une bagarre, hein, et puis de meilleurs, de moins bons. Et est-ce que vous pensez que les plaques, c'est suffisant? Suffisant, je sais pas, il faudrait de temps en temps que la presse en fasse part. Par exemple, il y en a pas mal, il y en a autour de Bergerac, Montbazillac, partout. Quand ici la poudrerie va être surchargée de chantiers, peut-être de nouveaux bâtiments, est-ce que vous pensez qu'une plaque continuera à être symbolique? Ah oui, il faut que les plaques restent pour la mémoire des jeunes. Il faut, hein, parce qu'il ne faudrait pas recommencer comme en 40. Là. Merci. Vietnamienne, Monsieur le Président de la Jean-Vernion, Mesdames et Messieurs, gouverneur indochinois, Mesdames et Messieurs les ouvriers, retraités de la poudrerie, alors c'est sur le
constaté tout à l'heure. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce double hommage. D'abord, celui rendu aux poudriers, puis celui rendu aux travailleurs indochinois. Alors je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce moment d'émotion, important pour Bergerac et important pour le Bergeracois. Difficile donc de séparer les poudriers des travailleurs indochinois, tant l'histoire s'est acharnée à lier dans une communauté de destin ceux qui en ont bâti les murs et ceux qui les ont fait vivre. Ainsi, ce sont les colonies de l'Empire qui ont alimenté en main-d'œuvre l'État français afin de construire des établissements de fabrication industrielle de poudre et explosifs. Alors, petit retour dans l'histoire, c'est une loi de 1941 qui institue le SIPN, Service des poudreries nationales, afin d'assurer la fabrication de substances explosives monopolisées, ainsi que tous les produits relevant de l'industrie chimique dont l'État se réservait la maîtrise. Cette entité, elle-même issue du service des poudres et des armées, s'inscrit dans la lignée d'un héritage remontant au XIVe siècle, 1336 pour être très précis, qui institue la mainmise de l'État sur les poudres. C'est dire si ce produit était considéré avec la plus haute importance, et c'est dans cette continuité qu'est apparue la SNPE en 1971, forte de ce passif et forte d'une présence sur le sol bergeracois qui remonte à 1917. En effet, c'est à cette date qu'a eu lieu la construction, par la première vague migratoire contrainte, des travailleurs indochinois, ce que nous nommons aujourd'hui communément la SNPE ou la poudrerie. Elle faisait suite aux grands besoins de coton-poudre pour alimenter le front de la Grande Guerre et préparer sans le savoir la Seconde Guerre mondiale. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur le rôle de la résistance et des Indochinois au cours de cette période. Alors simplement, à travers ces quelques mots introductifs, chacun aura compris que la poudrerie à Bergerac, c'est une très longue histoire. Or, celle-ci a contribué, de par des activités de la SNPE, à l'émergence d'une vraie filière des industries chimiques. Oui, la SNPE en est à l'origine. Son implantation sur ce territoire a forgé un savoir-faire, une économie, en lien direct avec les métiers de la chimie. Rappelons, et souvent lors de discussions que nous pouvons avoir, en 1918, ce ne sont pas moins de 25 000 employés qui travaillent sur ce site, soit la quasi-totalité de la population des habitants de Bergerac, au recensement de 2012. J'en conviens, difficile à imaginer. Mais nous pouvons aisément comprendre pourquoi la SNPE cristallise autant les attentions, parce que la SNPE fait partie de notre patrimoine, du patrimoine de notre ville, pas un seul bergeracois n'a à travers un fils, un père, un oncle, un frère, pu échapper à l'empreinte familiale de la SNPE. Alors oui, cette entreprise compte pour nous, tant elle a été le fer de lance d'une économie, une économie locale dont on sait aujourd'hui encore, et demain j'espère, elle est finement associée. La SNPE est donc une entreprise locale, phare de notre territoire,
et nous mettons tout en œuvre pour que perdure son activité et se développe. Via, bien sûr, le projet de réindustrialisation de ce site et des activités professionnelles qui ont largement structuré l'économie de ce bassin d'emploi. Et alors, je dirais que c'est précisément à travers cette détermination sans faille, partagée par l'ensemble des élus, que nous souhaitons rendre hommage aux poudriers, ceci en désignant cet axe routier, le boulevard des Poudriers. Je précise bien qu'en mettant cette plaque boulevard des Poudriers, ne disparaît pas la plaque Charles Garot. Charles Garot, en remontant de l'entrée de la SNPE jusqu'à l'entrée de ville de Bergerac, Charles Garot, directeur de la SNPE, et qui a été fusillé en 1941 par les Allemands pour acte de résistance. Là, le boulevard des Poudriers part dans la direction, si je puis dire, de la Linde, Kreis, donc de l'entrée de la poudrerie jusqu'au passage à niveau. Donc ce boulevard porte le nom de Charles Garot et boulevard des Poudriers. Alors, cette dénomination s'adresse à toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu être en contact avec la SNPE dans la volonté de contribuer à un devoir de mémoire, non à titre posthume, comme je le disais tout à l'heure, mais pour que vive la poudrerie. Alors, c'est le sens de mon engagement dans la bataille pour l'emploi, bataille que je mène avec abnégation pour l'ensemble des entreprises bergeracoises, petites et grandes. Alors, cette bataille, pour que nous puissions continuer à vivre, à travailler libre, d'autres l'ont menée avant nous. Il est temps aussi de leur rendre hommage. Je veux parler de la résistance, sans qui, sans doute, nous ne serions pas là, et bien sûr du rôle des travailleurs indochinois, devenus dès lors des membres actifs de la résistance. La plaque commémorative que nous leur dédions aujourd'hui devra rappeler à tous l'alliance improbable qui s'est constituée entre ces déracinés de force et le groupe de résistants François Ier, dirigé par le commandant Marceau Ferry. Plus encore, elle fait la liaison, et je le disais à l'instant, avec l'exécution de Charles Garot en sa qualité de directeur de la SNPE et les actions menées en interne et en externe par la 16e compagnie de ce qu'il convient désormais d'appeler les tirailleurs indochinois. Ainsi, plus de 200 volontaires se sont engagés au cours de l'année 1944 dans la résistance, encadrés par le lieutenant Roger Fichet, le sous-lieutenant Pierre Villeneuve et l'adjudant Roger Croc, sous le commandant de Camille, alias Clairon, et Barthes, alias Guitou. Leur mission était, en cas d'attaque de la ville, d'occuper les points stratégiques et d'effectuer des sabotages. Ils seront ensuite affectés au front atlantique, dans le secteur de Royan, La Rochelle, et intégrés au groupe de François Ier. La compagnie indochinoise sortira victorieuse d'une prise de position à Saujon-Médis. Il reste encore à ce jour des faits d'armes qui n'ont pas pu être répertoriés. Mais là n'est pas l'essentiel. La bravoure, le dévouement ont jamais marqué l'esprit des poudriers. Ces volontaires sont à eux seuls le symbole d'un engagement pour la liberté, en tant que valeur constitutive d'une démocratie. Eux qui avaient été extirpés de leur pays d'origine. Alors, plus que beaucoup, sans doute, c'est au nom d'un idéal, d'une amitié, sûrement, qu'ils ont décidé de résister.
nous devions de les honorer pour que la mémoire de ces combattants perdure. C'est important pour ceux qui restent, mais surtout pour les descendants de ces travailleurs indochinois devenus tirailleurs pour que vive notre pays, pour que vive la France. Alors, en toute modestie, la plaque apposée marque notre respect pour cette communauté qui, bien malgré elle, a fait partie de la vie de la SNPE et du combat de la France libre. Dernièrement, c'est-à-dire, je crois, cette année, Pierre Dôme est venu tenir une conférence ici à Bergerac. Pierre Dôme a travaillé sur justement la présence des travailleurs indochinois ici dans notre pays, plus de 20 000, et a donné une conférence particulièrement riche et aussi pour beaucoup de familles chargées d'émotions. Et nous avons tous vécu, pour ceux qui y ont assisté, à un moment important, un moment qui nous a, je dirais, permis de comprendre et d'apporter un éclairage, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas sur la présence des travailleurs indochinois ici dans notre pays, mais particulièrement en France. Je vous invite aussi à aller voir l'exposition photo qui est au cloître des Récollets jusqu'au 15 décembre. Profitez-en jusqu'à demain. Photographe de Bergerac, M. Schungen, expose ces photos et où sont mis en évidence les œuvres d'art qu'ont laissé les travailleurs indochinois sur les murs de la poudrerie, pour ceux qui donc étaient dans la SNPE à cette époque. Donc je vous invite à aller prendre connaissance et pour ceux qui ont pu le voir, sera, à mon avis, un moment important et une chose particulièrement forte. Je voulais aussi vous parler. Il y a eu beaucoup de travail, d'écriture, de réflexion, qui ont pu être menés ici ou là, un petit peu dans le pays. Tout à l'heure, je vous disais Pierre Dôme. Mais il se trouve que j'ai un ami avec qui j'ai pu mener un certain nombre d'actions humanitaires un petit peu partout, dans le cadre de France Liberté. Et Joël Lugerne, je ne vais pas le citer, a travaillé, a fait tout un travail de recherche sur l'histoire et sur, bien évidemment, tout ce travail qui a pu être mené par les travailleurs indochinois, vietnamiens, ici dans notre pays, et il a été un des militants, un militant particulièrement engagé concernant la retraite. Parce que, à la fin de la guerre, certains sont restés ici, les Vietnamiens sont restés ici, sont restés dans le pays, sont restés en France, et ont pu bénéficier, bien sûr, d'un certain nombre de droits sociaux. Et ceux qui sont repartis n'ont pas pu en bénéficier. Pourtant, ils avaient travaillé sur notre sol. Et Joël Lugerne, à cet égard, a été un ardent défenseur et un militant en faveur des droits donc des Vietnamiens qui étaient venus sur notre sol, travailler, et qui ne pouvaient pas, et qui n'ont pas pu bénéficier de ces droits-là, et notamment au niveau d'une retraite. Les gouvernements successifs n'ont jamais donné suite. Et il le fait valoir en dénonçant cette injustice-là, tout à fait légitime. Je le cite dans un article, et ceux qui le souhaiteront, je pourrais leur en donner toutes les références. Il indique que 20 000 Vietnamiens, paysans pour la plupart,
avait été réquisitionné en 1939-1940 par les autorités françaises pour aller travailler en métropole, où ils remplacèrent dans les usines, les mines, les poudreries, les forêts, etc., les Français mobilisés. Un millier de ces ouvriers non spécialisés, ils étaient dénommés ONS, choisirent de rester en France après la guerre. Le retour des autres en Indochine s'étala de 1945 à 1952. Ceux qui firent leur vie dans l'Hexagone s'inscrivirent naturellement à la sécurité sociale et bénéficièrent ainsi de leurs diverses retraites. Tous les autres n'eurent droit à rien, car ils n'avaient pas de numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. C'est pour réparer cette injustice commise à l'encontre de leurs amis et compatriotes rentrés au Vietnam que les anciens requis, vivant en France, se mobilisaient. Il y a eu une véritable mobilisation créée en 1989 et animée par le docteur Jean-Michel Krivine, un comité de soutien aux anciens travailleurs et tirailleurs vietnamiens en France, regroupés, outre d'anciens requis, des personnalités telles que le mathématicien Laurent Schwartz, les historiens Daniel Emery et Georges Soudarel, l'écrivain Suzanne Proulx, le journaliste Jean Lacouture et de nombreuses personnes unanimement reconnues comme autorités morales. Malgré tous ces mouvements, malgré tout cet engagement, ce comité de soutien, eh bien, aucun gouvernement, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, n'a pris en compte cette demande parfaitement légitime. Alors, je dis qu'il était de notre responsabilité de mettre en lumière ces hommes et ces femmes, mesdames, messieurs, ces choses faites aujourd'hui dans notre ville. Décidément, la SNPE n'a pas fini de faire couler de l'encre. Si je n'ai qu'un seul vœu à formuler à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est que l'aventure que les Bergeracois vivent avec cet établissement puisse durer encore très longtemps. Je vous remercie de votre attention. De ma famille, je remercie Monsieur le maire et toute son équipe, Monsieur Nicolas Hong, président de l'association Amitié franco-vietnamienne, Monsieur Jean Vergnon, président de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance de Bergerac, Monsieur Pierre Dôme et Monsieur Joël Pham, qui ont permis de rendre cet hommage aux travailleurs indochinois déportés au début de la Seconde Guerre mondiale par l'État français. Par ce geste, vous permettez de maintenir vivante la mémoire de ces hommes, arrachés de force à leur terre natale et à leurs familles, que certaines n'ont jamais revues, afin de remplacer dans les champs et les usines les travailleurs français partis au front. Victimes du racisme, niés dans leur humanité, ils se virent imposer des conditions de vie inqualifiables de la part d'un pays se voulant porteur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui prétendaient les civiliser. Bergerac et ses alentours furent intimement liés à l'histoire de certains de ces travailleurs indochinois, puisque nombre d'entre eux furent utilisés comme main-d'œuvre à la poudrerie et entassés dans des baraquements non loin d'ici, à Creil. Quelques-uns s'installèrent définitivement en France et y fondèrent une famille. C'est le cas de mon père, qui n'est jamais retourné dans son pays et n'a jamais revu ses parents. Tout au long de sa vie, il nous a inculqué des principes de respect, d'honnêteté et de droiture qui sont étroitement liés à la culture vietnamienne. Je rends hommage à ces hommes trop longtemps ignorés par l'histoire officielle, qui surent garder courage et dignité. Au moment où je pris ma retraite, j'ai eu l'honneur de présider l'association nationale dans le secteur de Bergerac et les environs des anciens combattants de la résistance. Je suis là aujourd'hui à la demande de Monsieur le maire et je me permets d'évoquer quelques souvenirs qui ont trait à la poudrerie de Bergerac. Le lendemain du départ des Allemands
C'était le 20 août. Le commandant Ferry, qui était mon capitaine, m'appelait François Ier, m'a demandé de venir prendre position ici à la poudrerie avec le corps franc de notre 15e compagnie. Je restais quelques semaines car il y avait eu des vols et la nuit nous faisions des patrouilles. Par la suite, nous nous sommes regroupés pour monter sur les fronts de l'Atlantique, en particulier pour Royan et La Rochelle. Il y avait avec nous une compagnie de 200 Indochinois. Et nous avons sympathisé, nous séparant parfois. C'est ainsi que, au mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, au mois de novembre, il y eut une tentative de débarquement des Allemands dans le secteur de Mortagne. Les Indochinois ont participé à ce combat et les Allemands ont dû se replier car la compagnie indochinoise disposait de quelques mitrailleuses lourdes. Nous avons connu avec beaucoup de tristesse la réception qui a été faite ici à Bergerac, restriction énorme de ces pauvres Indochinois qui allaient de maison en maison demander un morceau de pain, car ils étaient mal nourris. Et nous avions 15 ans, 16 ans, nous regardions ces pauvres Indochinois qui se cachaient derrière les arbustes devant la maison de mes parents, ici, à Bergerac, pour que d'autres Indochinois ne viennent pas nous demander du pain. Or, le pain était très rare, puisque c'était les restrictions 41, 42 et 43. Nous étions donc en contact en permanence avec la compagnie indo-chinoise et nous avons beaucoup sympathisé. Ces gens-là étaient courageux, volontaires, et par la suite, nous avons même eu la sympathie et l'amitié de certains d'entre eux qui étaient restés dans le Bergeracois. Nous étions donc en contact encore avec les Indochinois. C'était des gens calmes, réfléchis, intelligents. Et nous avons souffert également du rapprochement que nous avons vécu avec la réception des gouvernementaux espagnols qu'on a traités beaucoup plus mal encore que nous traiterions nos chiens. Voici les souvenirs qui nous restent de ces Indochinois sportifs. Il m'est arrivé pendant 20 ans de pratiquer des sports tels que le volley ou le basket avec des Indochinois, dont certains étaient officiers chez les CRS, et nous avons conservé une amitié jusqu'au décès de certains d'entre eux, car maintenant
nous avons 90 ans, à peu près. Certains de nous, je regarde Guillaume, notre porte-drapeau, d'une façon très alerte et très vivante, dépasser cet âge. Il y en a d'autres. Nous essayons de continuer notre engagement pour la liberté, contre le racisme également. Et nous allons, avec Madame Sapir, que je vois ici devant nous, dans des lycées, dans des collèges, depuis une trentaine d'années, parler de ce que fut la résistance, de ce que purent et de ce que sont toujours notre amour de la liberté. Et nous évoquons parfois le souvenir des contraintes qui ont été imposées aux Indo-Chinois dans notre pays. Nous disons aux enfants, aux élèves, depuis 30 ans, notre amour de la liberté et notre amour du pays, qui nous avait été inculqué par nos instituteurs dans le village où j'étais, heureux rescapé de la guerre de 14-18, qui nous apprenait des chants patriotiques, et nous avons pensé que la privation de la liberté était insupportable, et c'est ce qui a motivé notre engagement très jeune dans cette résistance qui pendant 3 ans nous a maintenus dans les bois, dans les forêts, avec la participation ici, dans la région, où de tous les combats de Montdidier, la Ribéry, les coups de main, certaines opérations, et nous avons continué à dire à nos élèves que la liberté méritait de s'engager, de ne pas prendre d'orientation politique trop rapidement, de se renseigner auprès de leurs parents, de lire plusieurs journaux, de se documenter au maximum et surtout se méfier des extrêmes qui sont parfois de mauvais conseillers. Voici ce qui nous reste de la résistance, avec l'immense plaisir, l'immense joie d'avoir pu reprendre nos études d'une part et d'autre part d'avoir pu vivre une vie merveilleuse dans le travail, dans le calme, dans la paix. Je vous remercie.